Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va débriefer mon championnat de France de Blitz. C'est un tournoi qui a eu lieu samedi à Asnières. 600 joueurs et joueuses avec à la clé 2 titres. Un titre de champion de France mixte et un titre de championne de France décerné à la meilleure joueuse française. Donc mon objectif, c'était évidemment, après mon titre de vice-championne de France en partie rapide, de gagner mon premier titre de championne de France. Pour ça, il faut terminer meilleure joueuse parmi quand même beaucoup des toutes meilleures joueuses françaises. Donc la chose n'était pas simple, mais j'ai excellemment bien commencé mon tournoi avec 5 victoires, 4 victoires contre des joueurs moins bien classés et une très belle victoire contre le jeune Maël Boyer, pourtant excellent blitzer et puis déjà maître international et bien meilleur que moi. Et donc là, on est à la ronde 6. J'affronte Maxime Lagarde, super grand maître, ancien champion de France. Et j'ai les pièces noires. Donc la tâche est difficile. C'est la première des 2 parties qu'on va regarder ensemble. Je joue une défense carocane. D4, D5, E5, la variante d'avance la plus agressive, la plus tranchante pour les blancs. C5, c'est le deuxième coup le plus populaire étant fou F5. Mais bon, là en blitz, je voulais jouer C5. Il a choisi la variante cavalier F3, C prend D4 et Dame prend D4. Pas le coup le plus joué, cavalier prend D4 est tout aussi joué. Mais Dame prend, c'est très intéressant et ultra agressif, bien dans le style de Maxime Lagarde. Alors, peut paraître bizarre de laisser faire cavalier C6, et l'idée, non, c'est pas de jouer fou B5 pour clouer le cavalier, c'est de bouger la dame tout de suite, et le fou va venir en D3. E6 et fou D3. Et donc là déjà, il faut faire très attention avec les noirs, parce que on voit tous les défauts pour les noirs de ce pion en E5, à savoir le contrôle de la case F6, et donc des énormes problèmes de développement pour les pièces de l'aile roi. Et l'avantage d'espace, donc quand bien même on arriverait à se développer, ce qui est déjà pas chose aisée, on peut tout à fait se prendre une attaque de mat avec la dame bien placée à l'aile roi, le fou magnifique sur sa diagonale. Donc là, le meilleur coup est connu, mais il est très important, c'est cavalier B4 pour aller capturer ce fou. A noter que les blancs n'avaient pas le temps de l'empêcher en jouant par exemple un coup comme A3, parce que là, vite, il faut mettre la pression sur le pion E5, un petit coup de dame C7, sur fou D3, F6, et le pion E5 saute, et donc les problèmes des noirs sont résolus. Par exemple, j'ai pris F6, ensuite E5, et les noirs peuvent même être rapidement gagnants avec un centre magnifique. Donc bref, il a joué fou D3, j'ai joué cavalier B4, ça c'est connu. Rock, cavalier prend D3, c'est prendre D3. Là, j'ai commencé à réfléchir par moi-même parce que je joue peu la carocane. Donc j'ai joué cavalier E7, c'est le bon coup, mais il fallait quand même vérifier que j'avais un coup sur cavalier G5. En fait, tout va bien, alors ça menace mat, et puis, enfin, gros échec en tout cas. Euh, et on n'a aucune envie de faire F6 bien évidemment, mais il y a cavalier F5 qui tient, parce que sur G4, 2 possibilités. On peut jouer cavalier H6, le cavalier défend, et puis donc les blancs jouent G4 à leurs risques et périls. Mais on peut aussi jouer H6, avec l'idée, sur pion prend, de reprendre même, hop, on prend G5, petite finale, et tout va bien. Donc G5 ne gagne pas, mais il a joué C3 très vite, c'est le coup normal. J'ai joué fou D7 qui est rare mais assez logique. Le cavalier en C3, il va souvent aller en E2 puis en G3. Et donc ça peut être sympa d'avoir des fous B5, et je voulais aussi attendre un petit peu avant de dévoiler la case de mon cavalier, soit F5, soit G6. Il a joué un coup A4 destiné à empêcher tout fou B5 et puis même des B5 éventuels. Donc pourquoi pas, mais comme on va voir, ce coup peut s'avérer affaiblissant. Le pion A4 peut être une cible, et puis la case B4 peut être sympa pour les noirs. Donc j'ai joué cavalier G6, parce que sur cavalier F5, j'aimais pas cavalier E2, et suivi de cavalier G3 et de l'attaque à l'aile roi. Donc je suis allé en G6 gagner un temps contre la dame, dame G3, fou E7, coup de développement, et puis destiné aussi un peu empêcher les H4, et puis contre la case G5. Donc fou G5, j'ai roqué tranquillement, H4, prépare H5 et H6, hein, tout simplement. Donc j'ai joué H6 moi-même, il a pris en E7, à noter que là il y avait fou prend H6 à calculer. J'avais prévu, avec l'idée évidemment sur pion prend, de jouer H5, récupérer la pièce en ayant détruit le roc.
Mais là, j'avais prévu de prendre en H4, on attaque la dame, et son cavalier prend H4, dame prend H4, petite finale qui peut rapidement se retrouver très confortable pour les noirs, parce que le pion E5, autant en début et en milieu de partie, il donne plutôt un avantage aux blancs, parce que toutes les perspectives d'attaque à la droite, que j'ai déjà mentionné, autant en finale, il peut s'avérer faible. Et donc bref, il a échangé en E7, j'ai repris du cavalier pour pouvoir le rediriger vers la case F5, cavalier E2, ça on en parlait de placer toutes les pièces à la droite, donc le plan de Maxime est assez simple, en gros il veut mettre ses pièces à la droite, bouger la dame, faire G4, G5 et mater. Donc en plus c'est dans son style, donc ça j'étais certaine qu'il voulait faire ça. C'est à moi de savoir quoi faire en réponse. Et là, je me suis mise à bien jouer. Donc, j'étais assez contente de ce moment-là, de tous les prochains coups. J'ai joué A5 pour fixer la faiblesse sur A4 et la case B4. Ça sera utile. Cavalier F4, cavalier F5, bon coup pour virer la dame, même si la dame veut jouer, parce que ça prépare là, le coup très important. D4 pour avoir fou C6 et avoir un fou qui est d'habitude mauvais dans sa structure, avec les pions 6 et D5 sur sa même couleur, qui sera magnifique en C6, d'autant plus magnifique que le plan des blancs, c'est de faire G4. Alors, il fallait juste vérifier que concrètement ça va, parce que le pion est en prise, mais en fait c'est pas grave du tout, on s'en fiche de ce pion. Là même cavalier C6, là c'est pas le seul bon coup, mais c'est celui que j'avais prévu. On tape sur le cavalier, on tape sur le pion, et donc sur un cavalier prend, on peut faire fou prend, et on aura largement cette compensation. Le pion de plus des blancs, il est arriéré sur une colonne ouverte, donc c'est un pion faible, et on a ce fou magnifique, alors que l'attaque blanche est inexistante, quoi. Et en cas de cavalier bouge, on peut même jouer cavalier B4, fou C6, cavalier D5, etc. Pareil, j'étais très contente de cette position. Donc il a envoyé G5 sans prendre le pion. Fou C6, et ici Maxime s'est trompé. C'était très important. Alors les blancs veulent jouer roi H2 et tour G1, ça c'est sûr, mais c'était très important de commencer par pion prend H6. Je dois reprendre, il joue roi H2, je fais roi H8, il peut faire tour G1, je fais cavalier F5. Bon, l'ordi donne un petit avantage noir, mais c'est surtout chaotique, quoi, avec les deux rois qui sont mal, et une position où tout peut arriver, quoi. La moindre erreur est vite fatale. Par exemple là, signe de la complexité de la position, l'ordinateur recommande le coup cavalier G5, bref. Mais à la place, il a joué roi H2 tout de suite. Là, j'étais très contente puisque j'avais prévu la réponse, et c'était un très bon coup que j'ai joué très rapidement. Donc, ça fait en plus mal un peu, c'est comme se prendre un uppercut, j'imagine. Je me suis jamais pris un uppercut, mais... Et chiquettement, c'est un peu l'équivalent. Cavalier G6. Ça peut paraître bizarre hein, de laisser prendre un G6, détruire la structure, il y a le pion E6 qui peut tomber sur échec, mais ça ouvre la colonne F avec en plus l'action du fou sur cette diagonale magnifique. En fait c'est juste gagnant pour les noirs. Donc ici dame prend E6 échec, c'est pas du tout une bonne idée. On peut bouger le roi, le cavalier et attaquer. Ensuite il y a tour F4 qui vient pour mettre la pression sur le pion H4. Il peut y avoir des fous D7 pour attaquer la dame et puis contrôler la case G4 ou la case H3 si jamais le roi venait à protéger le pion par roi H3 ou roi G3. Donc ça c'est totalement foutu. Donc Maxime n'a pas pris le pion. Il a joué cavalier D2. Et là je me suis trompé. J'aurais dû continuer à laisser ce pion en prise et jouer tour F4 avec l'idée ultra simple d'empêcher F2 F4. À la place j'ai joué tour F5, donc là peut-être je commençais à pêcher en respectant trop mon adversaire. Bon, c'est difficile de ne pas avoir du respect pour un ancien champion de France. Mais probablement que si je savais pas qui c'était en face, j'aurais joué tour F4. C'est le coup le plus ambitieux. De toute façon, le pion, ça se voit qu'il n'est pas vraiment prenable, hein, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. La tour en F4, elle attaque H4. Sur roi H3, fou D7 gagne la dame. Sur roi G3, fou D7 gagne pas la dame, mais gagne quand même le parti parce qu'il y aura tour G4 au coup d'après. Et donc, c'est juste beaucoup plus fort d'empêcher F de F4. À la place, j'avais vu que tour F5, ça a laissé la position gagnante et puis c'était sûr. Mais bon, ça permet à F4 et la position est
moins catastrophique que ça pour les blancs. Donc j'ai joué H5 pour fermer l'aile roi. C'était aussi pour ça que je craignais pas trop F4, ça me donnait le temps de fermer l'aile roi, ce qui me faisait un peu peur d'avoir le pion aussi en l'air, les possibilités de G prend H6. Mais bon, bref, fallait pas avoir peur. Cavalier E4, Dame D5. Donc le matériel est égal et bah, on voit que les pièces noires sont bien meilleures. Tour F2, tour F8, tour F1. Schlag, fou prend A4. Ça peut servir parce que les pions à l'aile dame, ben, maintenant il y a une vraie majorité et ça peut donner un pion passé qui fait gagner la partie. Le problème, c'est cavalier D6. Mais c'est un problème auquel j'avais trouvé la solution, c'est de laisser la qualité, tout simplement par fou C6, cavalier prend F5, tour prend F5, et cette position, bah, je comprenais bien que je risquais strictement rien. Un peu le problème, c'est que les noirs ne doivent pas jouer pour attendre et faire match nul, il faut jouer pour gagner. Bon, déjà parce que c'est probablement gagnant, donc autant gagner les positions gagnantes, et deuxièmement parce que ne rien faire ou pas faire assez, ça peut être risqué. Si on laisse beaucoup de temps aux blancs, ils vont pouvoir ils vont pouvoir finir par menacer de menacer. Bref, il y a eu tour 1, A4, je pousse quand même le pion, dame F1, roi H7, ça c'est très utile, il faut cacher le roi. Tour 4, dame C5, et donc là, dame C5, psychologiquement ça mérite 2 points d'interrogation parce que bah, évidemment tour 1 est forcé, je reviens en D5, et donc là, ça montre que je suis contente de faire match nul. Objectivement, Maxime, évidemment, là aussi, il sait que c'est moi. Bon, alors, Maxime est un fou furieux qui joue pour le gain dans toutes les positions contre à peu près tous les adversaires. Mais a fortiori contre une joueuse moins forte qui lui montre qu'elle n'est pas mécontente de faire match nul. Donc, ça, peut-être, psychologiquement, c'est déjà une erreur et ça le donne envie de gagner, même s'il comprend bien qu'il est perdant objectivement. Bref, il a joué tour 2, là je comprends qu'il faut que j'agisse, donc je fais B5. Oui, à la place de répéter les coups, enfin de proposer la répétition de coups, c'est assez important de jouer tôt ou tard, mais autant le faire tout de suite, tour F7. On va voir que le contrôle de la 7ème rangée était primordial. Donc j'ai joué dame C5, ça. Là j'ai envoyé les pions, tour 4 pour bloquer la batterie fou dame. J'ai rejoué dame C5, ça. Oui, parce que maintenant, là-dessus, c'est plus ce que j'aimais pas. J'allais dire un truc très intelligent, mais en fait, non, si. Dame F2 et Dame C2. C'est ça que j'aimais pas. Donc, Dame B6, avec l'idée de gagner un tempo sur la tour. Tour 2. Et donc là, je me suis trompé en jouant fou A8. Alors, l'idée de fou A8, elle est assez claire, c'est d'avoir la possibilité Dame B7. Et puis, donc, j'ai dû déconstruire la batterie fou C6, Dame D5, mais je vais la reconstruire là. Mais c'est beaucoup moins fort. Il fallait garder le fou en C6 pour contrôler la colonne C. Et c'était encore un moment propice, opportun pour jouer tour F7. Et sur tour C2, je peux jouer plusieurs coups, mais notamment fou D5. La tour peut rentrer en C8, mais c'est beaucoup moins fort. Je pousse les pions, donc encore une fois, on voit qu'il faut jouer pour le gain, il faut pousser ses atouts. Et sur tour 8, menace tour C8, menace mat, mais j'ai tour C7. Donc là, c'est juste totalement gagnant. La tour, en fait, en 8 toute seule, elle est juste mal placée. Et je me crée un pion passé. Il y a toujours le roi blanc qui est dans les courants d'air. Donc c'est juste totalement foutu. Mais donc sur tour 2, j'ai fait fou à 8. Il a doublé les tours. J'ai poussé maintenant. Tour C8, attaque le fou. Dame B7, pour recréer la batterie. Il a mis l'autre tour en C7. Dame D5, tour C5, Dame B7. Il faut changer, enfin parce qu'il veut gagner. Donc il met la tour là. Dame B6 maintenant, Dame C1, triple sur la colonne, A3, vite il faut se créer du contre-jeu, prise, et donc là on était, alors c'est du 5 plus 3, je crois que je l'ai pas dit, 5 minutes plus 3 secondes par coup, on était évidemment tous les deux en grande note. Bon, je sens que B prend A3 et B3 sont possibles, bon d'ailleurs les deux sont objectivement égaux et mènent au match nul sur un jeu parfait. Mais j'ai joué B3 et B3 était en pratique beaucoup plus fort. Bon, déjà, le seul coup pour ne pas perdre, c'est tour 5 C6, rend la qualité. Donc, il faut le voir, il faut se décider à le jouer. Et par exemple, je peux prendre, tout échanger, prendre ici,
Il peut jouer roi G3, attaque la tour, protège le pion. Petit échec ou tout. Enfin, en fait, la finale est match nul. Pour l'instant, c'est moi-même qui joue pour le gain. Mais bon, là, il y a tour B6 qui va regagner le pion. Et on a par exemple cette position où ça va faire match nul. À la fin, je vais finir avec les 3 pions contre les deux, mais c'est match nul. Bref, B3, c'était à Maxime de montrer qu'il allait trouver les bons coups pour faire un match nul. À la place, j'ai pris en A3, ce qui objectivement, donc, enfin objectivement ça change rien, mais en pratique c'est pas bon. Il a joué tour E7, et donc là j'ai deux bonnes possibilités, et je les ai pas vues, ni l'une ni l'autre. Première possibilité, donc c'est clair que la menace est tour C7. Elle est assez simple, mais il faut juste y penser. C'est tour F8, et sur tour C7, tour G8. Alors c'est ultra passif, mais avec le roi ici, il y a du contre-jeu suffisant. Par exemple, sur dame prend A3, on peut jouer dame B1, et bah, il n'y a rien. Enfin, on a trop de menaces, et donc les blancs doivent bail out et prendre un échec perpétuel. Mais ok. Tour F8, c'est la première possibilité, pas vu, pas pris. Et deuxième possibilité, pas vu, pas pris, c'était tour F4. Très joli, avec l'idée sur dame F4, dame C5 gagne, mais là je vois même que l'ordi donne dame B2 mat. Le mat en G2 va arriver tôt ou tard. Donc sur tour F4, il peut pas prendre la tour, il peut faire tour C7 en revanche, ça a l'air très grave, mais ici j'ai dame B2, prise. Le fou contrôle la case B7, c'est important, donc il n'y a pas de tour B7, et surprise roi H8, il n'y aura pas mieux que l'échec perpétuel. Donc ça aurait mené au match nul. À la place, j'ai joué A2, mais là, 2 points d'interrogation, parce que maintenant, sur tour C7, bah, j'ai plus rien. J'ai joué à H8, tour prend G7, et abandonné. Donc, bah, une défaite, mais bon, face à un super joueur, et j'ai pas du tout démérité, vu que j'étais gagnante et pendant assez longtemps, et que jusqu'à 2 coups de la fin, j'avais encore le match nul en poche. Bref. Ça, c'était la ronde 6. Ensuite, ronde 7, j'ai battu un joueur moins fort. Ronde 8, j'avais les noirs contre Pacha Tregoubov, un joueur que j'adore. Bah, ancien champion d'Europe, déjà c'est une légende du jeu d'échecs. Mais en plus, j'adore parce qu'il est un peu mon style. Et donc, quand j'ai les blancs, je crois qu'on a fait match nul à chaque fois, mais sans que j'ai une seule chance de gain. Et quand j'ai les noirs, j'ai tout le temps perdu. Et à chaque fois dans mon style positionnel, juste il fait tout comme moi, mais beaucoup mieux. Et donc quand c'est moi qui les noir, c'est juste trop difficile. Les parties durent 60 coups, mais bah, il déroule petit à petit. Et donc là, pareil, il a gagné une finale qui était nulle pendant très longtemps, mais toujours difficile. Bref, moi j'adore. J'adore ce joueur. À chaque fois, il me donne une leçon. Moi, ça me coûte un point quand j'ai les noirs, mais c'est la vie. Après, j'ai rebattu un joueur plus faible. Et donc là, on est 10e ronde. Je suis à 7 sur 9 et j'affronte le grand maître de Chartres, l'ami Goliath. E4, C6, nouvelle carocane, D4, D5, LC3, j'ai pris un E4. Jouer cavalier F6, c'est la variante qui a été remise à la mode, notamment par Magnus Carlsen. Prise pion prend, pion E prend pour pouvoir se développer rapidement. C3, fou D6, fou D3, dame C2, c'était pendant très longtemps considéré comme la réfutation de ce système, jusqu'à ce qu'en 2017, je crois, on découvre le coup H5, peut-être même après 2019 plutôt. On découvre le coup H5, qui peut paraître surprenant. En fait, le problème de H6, c'est que les blancs vont faire petit roc, cavalier G3, cavalier F5, et une forte attaque à l'aile roi. Et le problème de G6, c'est qu'ils envoient H4 et H5, et une très forte attaque à l'aile roi. Et donc, H5 évite tout ça. Évidemment, jouer H5, c'est un peu bizarre quand on a fait petit roc, mais comme on avait 4 pions devant le roi, c'est beaucoup moins grave que d'habitude d'en pousser un. Donc là, il y a deux grands plans avec les blancs. On peut jouer fou E3 pour faire grand roc, ou alors jouer comme Naming m'a fait petit roc. Mais là, j'ai joué H4. Il y a des idées de H3, mais aussi l'idée, c'est d'empêcher cavalier G3, hein, qui était le bon plan, pour rappel, sur le coup H6, c'était cavalier G3, cavalier F5. Donc Naming m'a fait H3, je me suis développé, il a fait fou F4. Attention, petit piège, il n'y a pas de top tactique là, tour prend 2 paire, 2 points d'interrogation.
dame prend E2, fou prend F4, on a gagné 2 pièces pour la tour, mais après dame E4, on abandonne. Menace dame H7, menace dame prend F4. Donc j'ai joué cavalier F8, il m'a fait dame D2, un coup rare, et je me suis trompé. J'avais un peu peur de jouer cavalier G6, qui était pour moi le premier réflexe, mais je me suis dit, ah, je sais pas, parce que prise, c'est un peu bizarre. Alors je sais que ces positions, on a la majorité blanche à l'aile dame. Quand c'est un cavalier qui reste au noir, je sais que ça va le plus souvent, ce qui n'est pas forcément naturel, hein, parce que l'ancienne conception du jeu d'échecs, ça serait de dire les noirs ont une majorité de pions avec des pions doublés, donc on parle de majorité handicapée qui ne devrait pas permettre de créer un pion passé en finale, et les blancs ont une majorité saine qui devrait permettre de créer un pion passé en finale. Donc basé sur ce concept, on va se dire que c'est avantage blanc, mais en fait, les 4 pions à la loi peuvent servir au noir à trouver du contre-jeu dynamique. En les poussant un moment, en fait, tout simplement. Et en créant des problèmes sur le roi blanc. Donc ça, c'est déjà, on a mis du temps à comprendre ça, mais visiblement, je l'ai toujours pas bien compris, parce que je crois qu'avec le fou de case blanche, c'était beaucoup moins clair qu'il y avait du contre-jeu. En fait, l'ordi préfère les noirs, là, dans cette position. Et moi, c'était ce qui me faisait peur. Donc, mécompréhension totale. À noter que ici, il n'est pas obligé de prendre un G6. D'ailleurs, une erreur. Mais l'autre coup qui peut être gênant, c'est F4. Si F5 est autorisé, c'est excellent pour les blancs. Spoiler, c'est ce qui va se passer dans la partie. Sauf que ici, j'ai le coup F5. Et du coup, F4 est très mauvais parce que ça donne des cas. Le pion F4 est plus faible que fort. Donc F4 serait très mauvais ici. Parce que j'ai F5 qui bloque F4, F5. Et dans la partie, j'ai joué cavalier E6. Mais le problème, c'est qu'il a pris et joué F4. Et donc là, j'ai compris tout de suite, mais trop tard, que F5 allait venir, et c'est très difficile. Donc j'ai trouvé du contre-jeu en jouant C5, F5, cavalier G5, dame F4. Bon, j'ai pas pu résister objectivement, c'était pas une bonne idée, mais j'ai pris. Donc là, je sentais que ça devait pas aller du tout, mais j'ai joué pratique. Tour E3, tour D1, et puis on prend D4. Avec l'idée de faire une petite embrouille tactique sur ces prendre D4, c'est pas le coup que les blancs ont envie de faire, hein. Le pion est certes passé, mais isolé, et puis je peux juste me développer avec fou D7, etc. C'est pas clair à quel point les blancs sont avantagés. Et sur cavalier prend D4, mon idée c'était de faire tour prend H3. Le cavalier a quitté la défense de la tour, donc maintenant sur G prend H3, cavalier prend H3, évidemment c'est totalement gagnant pour les noirs. Grâce à la fourchette, et sur tour prend H3, moi je m'étais arrêté là en fait, hein, en me disant si ça passe quoi. Alors il n'a pas joué cavalier prend D4, sûrement à cause de tour prend H3, mais en vrai c'est totalement gagnant, et le gain le plus net d'après l'ordi c'est tour E1, menace tour E8. À noter sur tour prend D3, c'est mat, hein, c'est pas seulement tour E8 échec, c'est que tour E8 échec, roi H7, tour prend H4, mat. Donc j'aurais dû faire fou D7. Là, il joue juste fou F1 pour enlever le fou de la case où il était en prise. La tour est maintenant vraiment attaquée parce que le fou contrôle H3. Donc je suis obligé de faire tour G3 et tour prend H4. Et en fait, cette tour est perdue. Donc c'est totalement gagnant pour les blancs qui vont gagner la tour par roi F2 ou roi H2 d'ailleurs au prochain coup. J'aurais perdu. Voilà. Il avait trouvé qu'elle allait prendre D4 et compris que tour prend H3 que j'aurais fait n'était pas bon, il aurait gagné. À la place, il a joué tour prend D4, qui a l'air totalement gagnant, parce que les blancs vont gagner le pion H4, ils vont avoir un pion de plus, ils sont mieux développés et tout, ça a l'air foutu. Mais j'ai un coup tactique que j'ai vu bizarrement, et je pense qu'il l'avait prévu, mais qu'il avait oublié un petit détail qui a son importance. Le coup tactique, c'est fou prend F5, incliné fou prend F5, tour prend E2. Et je pense qu'il avait vu ça, mais qu'il croyait à tort que tour D8 faisait mat. Prise. Échec et mat, quoi. Tour 8, tour prend, et le fou contre l'achète. Sauf qu'on n'est pas obligé de prendre ici, et j'ai joué tour 8. Et oups, du coup, j'ai un pion de plus. Alors évidemment, je suis pas mieux,
parce que les pièces blanches sont actives, mais bah, c'est au blanc en fait d'égaliser. Tour B8, tour D4 pour aller récupérer le pion. Mais je joue G6, hop, F5. Je mets mes pions sur la case blanche pour contrôler le fou adverse. Et il regagne le pion. Mais maintenant, je suis bien centralisé. Et puis, je suis même du bon côté de l'égalité. Mais objectivement, c'est égal. Roi E2, alors là, j'ai pas joué le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était tour E8. Échec, avec l'idée cavalier E4, qui est assez désagréable. Bizarrement, en fait. Par exemple, sur roi F2, je fais cavalier E4 échec. Bon, en cas de prise, en fait, ce qui se passe, c'est que la tour H4 est très mal placée. Là, je vais jouer F5, le pion passé protégé, la tour horrible en H4, ça va pas du tout. Et s'il essaye de pas prendre, ben, je peux jouer G5. Sur tour H5, je vais jouer F6. Et c'est horrible de jouer avec une tour comme ça. Même en... Enfin, en fait, en blitz, il n'y a pas de cas où on rentre dans cette variante, parce qu'il y a beaucoup de cas où la tour est perdue. Il se trouve qu'elle n'est pas perdue, mais les noirs sont quand même mieux du coup. Et l'ordi donne roi D1 meilleur coup. Alors déjà, il faut y penser. Avec l'idée sur cavalier E4 de jouer tour F4. Et d'arriver tant bien que mal à remettre la tour sur une case plus centrale. Mais bon, donc tour E8 c'était le meilleur coup. Pas pensé concept. J'ai joué cavalier E6, mais du coup, ça permet l'activation de la tour blanche. Roi F6. Et ici, je m'attendais vraiment à H4. Et l'amique s'est trompé en jouant B4, qui m'autorise du coup à jouer G5. Menace cavalier F4 échec, très désagréable. Il a fait G3, mais je joue F4. Et c'est pas moins désagréable. Pion prend F4, quel est prend F4, prend F3. Alors, ici, je voulais pas prendre parce que tour C7 et il y a du contre-jeu. Et attention, hein, quand il y a des pions passés sur les deux côtés, c'est bien mieux d'avoir le fou contre le cavalier. Et puis en plus, tour fou contre tour cavalier, c'est là aussi, ça se marie bien mieux. Donc, elle prend H3 n'était pas satisfaisant. Mais j'ai pas compris à quel point tour H8 était fort. Là, l'ordi donne tour C5 avec des idées de tour F5, mais je prends H3 et là-dessus je fais un petit échec et je peux aller en E6, contrôler la case C5, enfin attaquer la tour tout en contrôlant la case C7 pour empêcher tour C7. Et sur tour H8, tour C7 tout de suite, il prend en H3, roi E4 et ici oui voilà il fait tour H2 attaque le fou, et sur fou B3, tour E2 échec, et sur un coup droit, tour E7, protège tout. Donc par cette jolie manœuvre géométrique, la tour E8, tour E8, H8, H2, E2, E7, bah, j'aurais gagné la partie. Mais j'ai joué à la place cavalier D3, menace cavalier E1 échec, menace cavalier E5 échec. Il a joué roi E3. Ouais, parce que bon, la finale de tour, c'est moi qui peux presser. Alors il se trouve l'ordi donne le match nul, mais roi G6, menace mat. Donc sur tour C7, hop, mat. Alors il se trouve c'est quand même match nul après tour C5, bon coup. Mais bon, genre F6, H4, et puis okay, les blancs vont sauver la partie. Mais il fallait le voir. Donc à la place, il a joué roi E3, cavalier F4 maintenant. Fou B3, petit échec, et j'ai pris le pion, donc je suis pas passé par H8, mais j'ai quand même fini par réussir à prendre le pion avec la tour. Mais du coup, tour C7, menace F7, menace B7, cavalier E6 par la menace la plus grave, mais du coup, tour prend B7, tour prend C3, tour prend A7, égalité matérielle. C'est très important de courir vite, donc G4, on y va. Et bon, il a bail out dans une finale de tour nulle, mais bon, c'est du blitz. Donc j'ai joué F prend E6. Roi D4 attaque la tour. Je ne l'ai pas bougé, j'ai joué G3. Évidemment, ce roi prend, c'est G2 et ça gagne. La tour ne peut pas revenir protéger. Donc G3, je joue le petit coup, mais ça reste match nul. Si les blancs voient le seul coup, qui n'est pas si difficile, mais un seul coup, tour A8 pour aller en G8. À noter que sur roi F7, tour A7 échec, ça sert à rien. Parce que le roi F7 aurait pu gagner la partie, hein, mais il y a tour A7 échec, et puis si je vais sur la 8ème, il revient, et puis si je vais sur la 6ème, il revient aussi. Donc à la place, j'ai joué tour C2 maintenant. Tour G2, tour G8, la tour derrière le pion passé. Petit échec, ça mange pas de pain, il faut pousser les pions passés en finale. Roi D3, tour prend A2. Ops, pas de tour prend G3 possible. Tour A3, gagne la tour en finale. Donc il a joué roi C4 à la place, j'ai fait G2 maintenant, B5, roi F5, et donc là il s'est
trompé par roi C3, avec l'idée de contrôler la case B2 et de pousser le pion pour obtenir du contre-jeu. Il fallait jouer roi B3. Alors c'est assez joli, c'est sur tour D2, avec l'idée sur B6, je peux passer par D6, attaquer le pion, et donc sur B7, j'ai tour B6, échec. Mais sur tour D2, il fait roi C3. Et sur tour A2, il revient en B3. Et donc en fait, je peux pas bouger la tour tout de suite. Si je fais tour A5, il fait roi B4, attaque la tour, menace tour prend G2. Et donc il y a un peu ce jeu comme ça là de chat et la souris. Bon, même là-dessus, bon, il peut jouer roi là. Non, pardon. Il peut pas du tout. L'ordi me dit que je dis n'importe quoi. Non, ici, il peut prendre et sur tour 3, il va jouer roi D3 et on va faire nul par filet d'or. En revanche, il pouvait pas jouer roi C4 parce que cette fois-ci, il y avait tour D4 échec et visiblement ça gagne. Ah bah oui, ça gagne la tour G4. Pardon. Moi-même, je ne comprends pas tout. Pourtant, j'ai analysé avant de vous montrer cette partie. Bref. Donc, il a joué roi C3. Et pourquoi c'est une faute? Pas à cause de 4 que j'ai joué. C'est une faute à cause de roi F4. Sur B6, comme dans la partie, j'ai tour A6. Et là, sur tour prend G2, tour prend B6, sur tour F2 échec, je gagne parce que roi E3, E4, et on va gagner avec la fameuse position de Lucena. Disponible dans tous les livres. J'ai fait une vidéo dessus. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus. Pas certaine. Bref. Il y a eu roi C3. J'ai joué E4. Mauvais coup. Alors sur B6, j'ai tour A6, donc encore une fois, un note de charge, on avait 3 secondes par coup, hein, donc plus le stress, c'est facile de faire des erreurs même quand il y a peu de pieds sur l'échiquier. Donc évidemment B7, tour B6, et sur B8 dame, je peux prendre, et puis il peut pas reprendre parce que je fais dame. Donc il a joué tour prend G2 maintenant, tour prend B6, petit échec, et là le problème c'est que j'ai pas le coup E4. Donc je suis obligé d'aller en E5, et donc là c'est match nul. Comment? Petit exercice, et la solution c'est roi D2. Sur tour B2 échec, on fait roi E3, et tout va bien. Parce qu'évidemment, la finale est nulle, le roi noir n'étant pas sur une des 3 cases de gain, tué en F3, E3 ou D3. Et donc sur roi D2, j'aurais joué roi D4, et c'est totalement nul, mais pas trivial. Il fait tour F8, je fais tour B2 échec, roi E1 très important. Donc les blancs n'ont pas eu le temps de faire filet d'or. Roi E3 menace mat, et donc là, on connaît la recette. Le pion divise l'échiquier en 2 côtés. Il y a un petit côté, un grand côté. Ce qu'on veut, c'est s'enfuir du petit côté avec le roi. Roi D1 perd, roi F1 fait match nul. On s'enfuit du petit 1, 2, 3 du petit côté avec le roi pour que dans cette position, on puisse mettre la tour du grand côté et bombarder le roi noir d'échec. Donc ça, c'est match nul, mais évidemment, j'aurais pu tourner encore et encore et puis essayer jusqu'au bout. Mais, bonne nouvelle, sur 5, il a joué tour F8 qui perd. Donc là, il y a un seul coup pour gagner la partie. Est-ce que vous le connaissez? Ou est-ce que vous pouvez le trouver? C'est tout simplement tour D6 pour couper, je parle bizarrement, pour couper l'aura blanc. Et ça gagne tout seul parce qu'on va pouvoir pousser pion et roi de concert. On va se retrouver avec le roi en E1, le pion en E2 et on va gagner grâce au pont de Lucena, entre autres méthodes de gain possibles maintenant. Et donc dans cette position, il a compris qu'il avait gaffé. Le temps qu'il fasse le deuil de sa gaffe, il s'est aperçu qu'il était tombé en plus. Donc voilà, j'ai battu une amie Goulief, donc c'était assez cool. Là, j'étais à 8 sur 10. Je menais, j'étais la première des joueuses de très loin. Il y a 3 rounds de la fin, donc. Malheureusement, ensuite, j'ai perdu Laurent Fraissinet en jouant pas très bien. Mais de toute manière, contre Laurent, même quand je joue très bien pour mon niveau, je peux perdre quand même. Et ensuite, catastrophe, j'ai perdu un joueur beaucoup moins fort avec les pièces noires. Et dernière ronde, il fallait que je gagne un joueur bien moins classé, là aussi, avec les pièces blanches pour devenir championne de France.
et je n'ai fait que match nul. Donc assez déçu parce que j'avais montré du très beau jeu pendant 10 rondes. Euh, mais donc une combinaison de manque de qualité chicane. Évidemment, si j'étais bien meilleur, j'aurais réussi à marquer 1 sur 3, les 1 sur 3 nécessaires à la fin pour gagner le titre. Donc problème échiquien, problème de fatigue aussi, c'était à ma décharge. Alors c'est fatigant pour tout le monde certes, mais à ma décharge c'était vraiment très fatigant. Il y a eu énormément d'attentes entre les rondes. On a fait 13 rondes, mais en plus de 10 heures de jeu. Et euh, plus personne n'en pouvait visiblement. Mes adversaires avaient un peu plus d'énergie que moi à la fin. Une combinaison de stress évidemment, hein, euh, là, par exemple, le petit jeune que je jouais dernière ronde, lui, il jouait pour le plaisir de jouer, moi, je jouais pour le titre, donc il n'y a pas le même, y a pas le même enjeu. C'est un peu le problème de ces Open avec un prix attribué à la meilleure joueuse, c'est qu'il n'y a pas forcément le même enjeu et qu'il peut y avoir ces différences. Et, euh, et enfin, un autre point que je voudrais quand même aborder, ça me désole un peu de l'aborder, mais bon, je pense que c'est nécessaire. J'avais écrit il y a pas mal de mois maintenant, dans un article sur Route 64, qu'il y a une règle un peu non écrite, mais que toutes les sportives transgenres connaissent. C'est que pour être acceptée en tant que femme, il faut jamais gagner. Et je l'ai encore vu la semaine dernière, quand j'ai pas gagné d'ailleurs, j'avais terminé donc vice-championne de France rapide, mais visiblement, le simple fait de participer et puis de gagner quand même un titre, ça suffit à réveiller un torrent de haine. J'ai reçu je sais pas combien de messages, parfois juste d'insultes, parfois de messages à caractère transphobe, sans mots vulgaires, mais le fond n'est pas forcément mieux. Et, euh, et je pense que ça joue. Alors c'est bon, je reçois, comme toute personne trans, attention un peu publique, je reçois, même quand je joue pas, je reçois régulièrement des messages de haine, hein. J'en avais déjà parlé dans une vidéo centrée sur la transidentité aux échecs, je ne vais pas ressasser tout ça. Mais ça se décuple vraiment dès que je joue aux échecs et puis surtout quand je joue bien. Ce qui m'arrive malheureusement entre guillemets de temps en temps, et je pense que ça conditionne un peu, hein, quand gagner vaut un torrent de haine, la défaite devient un mécanisme de défense. Et je pense que c'est un des nombreux facteurs, alors pas le seul, mais un des nombreux facteurs qui explique qu'avec la victoire à portée de main, j'ai totalement déjoué. Bref, c'est Mitra et Jazipour qui jouaient à côté de moi la dernière ronde, qui elle a gagné sa partie, qui termine meilleure joueuse et donc championne de France. Je l'ai félicité tout de suite après sa partie. Moi, juste après, je suis partie avec des jeunes boire au bar à côté. Je suis revenue à la remise des prix parce qu'un des jeunes avec qui j'étais avait un prix. Et là, scénario incroyable, enfin je crois entendre en tout cas, Yosha Iglesias, championne de France. Et je me dis, peut-être vice-championne de France du coup, mais c'est bizarre parce que dans la liste des prix, ils n'avaient pas prévu de prix pour la vice-championne, hein. C'était 400 euros et puis le titre de championne de France pour la meilleure joueuse, mais rien du tout pour la deuxième meilleure joueuse, hein, donc moi, du coup, in fine. Donc je me dis, peut-être qu'ils ont prévu un prix pour la vice-championne. Je vais sur le podium, je reçois le trophée des mains d'Éloi Relange, président de la FFE, qui me fait la bise et me félicite. Et puis il voit que je suis un peu circonspecte. Et il m'explique, non, non, mais on n'appelle pas les autres joueuses, il y a juste la championne de France qui est appelée. Et je dis, mais oui, mais la championne de France, c'est pas moi. Et donc je me retourne vers le public, je croise le regard de Mitra et je dis, ok, je félicite Mitra et Jazipour, championne de France. Et l'arbitre en chef dit, ah non, 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 Mitra n'est pas française. Il a raté visiblement que Mitra a été naturalisée il y a quelques mois. Et donc je continue à la défendre et je dis, comme chacun sait, Mitra Jazipour est française et donc notre championne de France. Je lui ai remis le trophée et
Bon, après, je me suis un peu effondrée, j'étais en larmes. C'était un peu too much là de perdre le titre en m'écroulant sur les 3 dernières rondes et de recevoir le trophée pour devoir l'attribuer à la vraie championne. C'était un peu trop pour moi. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Juste un petit mot encore quand même sur les messages transphobes. Ça, ce qui me rend à chaque fois sidéré, c'est de voir la différence totale entre le comportement de toutes les joueuses d'échecs euh, avec qui je partage un profond sens de sororité, même depuis avant ma transition, mais évidemment renforcé depuis ma transition. Et vraiment, toutes les joueuses que je connais, ben, je les considère comme des sœurs et puis c'est réciproque. Et peu importe l'âge, etc., il y a vraiment cette connexion qui se fait. Même les joueurs d'échecs me voient et m'acceptent totalement en tant que femme, ou en tout cas dans l'écrasante majorité. Même là, par exemple, à ce tournoi, il y a un grand maître français qui est assez connu pour être, on peut dire, d'extrême droite. Hein. Et c'était un des premiers soutiens, un des plus fervents soutiens d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Et donc là, bon, on se voit régulièrement parce que on est joueurs et joueuses d'échecs, parce qu'on a des amis en commun. Et donc là, il m'a dit ouais, je voulais te remercier pour la vidéo que tu avais faite sur la transidentité. Je l'ai regardée de bout en bout. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses aussi. Alors, je te dis pas que je suis d'accord avec tout, mais voilà, ça m'a fait progresser sur ce sujet. Donc merci. Donc, même avec les joueurs d'extrême droite de haut niveau, ben, j'arrive à avoir ce lien de respect mutuel et d'acceptation. Et donc là, j'étais assez surprise, même si les messages de haine sont réguliers, d'en voir autant, et d'en voir en particulier autant ben, dans les commentaires sur YouTube, en dessous de la vidéo que j'avais faite. Donc j'ai décidé de supprimer tous les messages qui étaient vraiment vulgaires et juste insultants, de laisser des messages que je trouve totalement transphobes, mais bon, qui n'avaient pas ce côté vulgaire. Bah, j'espère juste qu'il y en aura moins, parce que bah, à chaque fois ça m'affecte un peu, même si aussi d'un autre côté ça me motive d'une part en tant que simple être humain à essayer de ne pas répondre à la haine par la haine et bah, de progresser en tant que personne, mais aussi même du point de vue échiquien, ça me motive enfin essayer de rendre ce monde un peu meilleur pour toutes les joueuses et puis bah, même de progresser parce que quand je vois que mes victoires font chier les transphobes, ça me motive d'autant plus pour progresser. Bref, désolé de finir sur cette note. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.